Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La parole aujourd'hui est à Moscou. C'est en effet dans le courant de la journée que l'on connaîtra sans doute la réaction des dirigeants soviétiques aux décisions prises hier par le président Nixon. On attend d'ailleurs plus qu'une simple condamnation. La réaction de l'URSS portera certainement aussi bien sur les aspects politiques que militaires, et cette prise de position sera évidemment déterminante pour l'ensemble de l'atmosphère sur la scène internationale. Cette atmosphère qui, vous le savez, est très tendue depuis que Richard Nixon a annoncé le blocus du Nord-Vietnam. C'est à partir de demain, en tout cas, que les mines qui ont été déposées par les Américains devant les ports nord-vietnamiens seront activées. À partir de cet instant, le port de Haiphong, par exemple, ne pourra plus recevoir d'approvisionnement. Mais dès hier, les Américains ont pilonné les voies de communication nord-vietnamiennes, notamment des lignes ferroviaires dans la région de Hanoï. Selon le Nord-Vietnam, les raids des bombardiers américains au cours de ces dernières heures ont touché la capitale nord-vietnamienne et le port d'Haiphong. Hier, les habitants d'Haiphong ont pu voir dans le ciel les premières mines larguées par parachute au-dessus du port. Ce matin, les B-52 sont revenus, cette fois pour lâcher leurs bombes. L'aviation américaine a également bombardé Hanoï, la capitale, et entre les deux villes, la province de Yen Bai. Le raid au-dessus d'Hanoï a duré 25 minutes, objectif les voies ferrées, les gares et les routes. Mais selon l'agence nord-vietnamienne de presse, plusieurs quartiers populeux ont été touchés, ainsi que des hôpitaux, des écoles et des monuments historiques. La riposte de la DCA était très vive. Toujours selon Hanoï, 14 avions américains ont été abattus, dont 9 au-dessus de la capitale, et 3 pilotes au moins auraient été capturés. Pour l'aviation américaine, c'est une mauvaise surprise. Jamais elle n'avait perdu autant d'avions en un seul raid. Hanoï fait les comptes et rappelle que le Nord-Vietnam a abattu 3556 appareils depuis le début du conflit. Pour l'instant, le commandement américain à Saigon garde le silence sur le raid de ce matin. Le porte-parole de l'état-major s'est contenté de dire que les attaques aériennes au nord de la zone démilitarisée se poursuivaient. Il faut signaler en tout cas que les bombardiers géants B-52, au cours de ces dernières 24 heures, ont pilonné les positions nord-vietnamiennes dans les 4 pays d'Indochine. Pendant ce temps-là, les combats se poursuivent sur les 3 fronts principaux. À proximité de Saigon, ce matin, un hélicoptère américain s'est écrasé au sol et il y a eu 32 morts. Mais on continue de surveiller surtout les opérations du côté de la ville de Hue, que vous voyez derrière moi. Nos envoyés spéciaux viennent d'ailleurs d'y retourner après l'exode. Et ils ont vu comment s'organisait la défense de cette ville dont on se demande si les Nord-Vietnamiens, le Viet Cong, veulent véritablement la prendre. Regardez. Vietnam, 4e puissance militaire du monde, 1 200 000 fusils M16. Pour défendre Hue, 6 000 Marines, 10 000 hommes à peu près au total. Cela, c'est la guerre des professionnels. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Il a ainsi fallu distribuer des armes sorties des greniers de la dernière guerre mondiale aux fonctionnaires et plus généralement à tous ceux qui peuvent encore tenir un fusil à Hue. Nous avons d'autre part constaté que l'essentiel des troupes blindées se repliaient afin de tenter d'établir une ligne de défense solide à proximité immédiate de la ville, car le front n'existe pratiquement plus. Cette rivière My Chang, à 35 km de Hue, marque un peu en fait aujourd'hui la véritable démarcation entre le nord et le sud Vietnam. Bien sûr, cela mérite quelques explications. Cette rivière, c'est un peu la nouvelle frontière, la nouvelle ligne de front. Vous le voyez, l'armée sud-vietnamienne a fait sauter les ponts et les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong sont à quelques kilomètres au-delà de la rive d'en face. Pendant 48 heures, on peut penser que ce sera l'accalmie, aussi bien pour les forces qui sont descendues jusqu'à cette rivière, les forces du Nord, qui doivent maintenant en quelque sorte se réorganiser, c'est du moins ce que l'on peut supposer. On a repéré un certain nombre de blindés, mais on ne sait pas où ils sont de façon très précise, si ce n'est à peu près à 2 km, à l'endroit où en ce moment des chasseurs bombardiers sont en train de pilonner des positions. Pour ce qui concerne les forces sud-vietnamiennes, maintenant, on ne peut même pas dire qu'elles se soient retranchées le long de cette rivière. Ici, il n'y a que des postes d'observation pour surveiller l'arrivée des troupes d'en face et tout ce que l'armée sud-vietnamienne comptait dans la région de blindés, de forces, disons, solides, bien structurées, d'unités d'élite, de marine en particulier, s'est replié véritablement depuis 24 heures aux portes de Hue avec but essentiel, défendre la capitale impériale. Attention à ce que tu fais.
Cet incident donne une idée de l'état de fatigue, d'énervement et aussi du moral des soldats repliés sur Hue après la défaite de Quang Tri. En toute première ligne, une sentinelle qui abandonne son poste pour aller boire, ce geste d'un officier, deux attitudes qu'il est impossible de comprendre ou d'admettre. Et quelqu'un nous disait que ce qui manquait le plus aux soldats sud-vietnamiens, ce n'était pas la puissance de feu, c'était, pourrait-on dire, une sorte de foi. Cela pourrait peut-être expliquer beaucoup d'échecs sur le terrain. Voyons maintenant ce qui concerne les réactions à travers le monde après les décisions du président Nixon. Hier soir, des manifestations se sont déroulées d'un bout à l'autre des États-Unis contre cette nouvelle escalade au Vietnam. Dans l'ensemble des manifestations pacifistes, comme vous les voyez ici à Los Angeles, il y a eu pourtant quelques incidents, notamment au cours d'une visite du vice-président Agnew dans l'Ohio. Dans l'ensemble, on peut dire que l'opinion américaine semble malgré tout assez divisée. En France, on a noté le départ pour Hanoï de M. Xuan Thuy, le chef de la délégation nord-vietnamienne. Il a quitté Orly ce matin et il doit faire escale à Moscou et à Pékin. Deux manifestations sont prévues pour ce soir d'ailleurs dans la capitale française, l'une organisée par le Parti communiste et l'autre par une douzaine d'organisations d'extrême gauche. Les deux manifestations ont été interdites car elles sont prévues pour 18h30 à l'Opéra et à la Concorde et les deux cortèges doivent se rejoindre sur cette place de la Concorde, ce qui peut provoquer des troubles au moment où le trafic est intense malgré tout dans les rues de Paris. Malgré cette interdiction, le Parti communiste a décidé de maintenir le mot d'ordre et il est probable que les autres organisations vont en faire autant. Une autre réaction que l'on avait notée hier, celle des milieux financiers, avec une hausse de l'or qui avait atteint des niveaux records sur plusieurs places financières. Comment réagissent les boursiers aujourd'hui à Paris et sur toutes les places financières d'ailleurs? Gérard Vidalange. Eh bien, les financiers sont beaucoup plus mesurés aujourd'hui et la hausse de l'or hier ne s'est pas poursuivie aujourd'hui puisqu'aussi bien le lingot est en baisse de 40 francs avec des échanges extrêmement modestes. On peut dire que l'opinion française n'a absolument pas réagi devant l'aggravation de la situation internationale, ne s'est pas reporté sur cette valeur refuge. Disons que ces échanges représentent à peine 3% du volume des transactions de la Bourse de Paris qui porte sur les valeurs mobilières. Donc, on peut dire que le marché a gardé son sang-froid ce matin en ce qui concerne l'or. Et alors, ce qui est peut-être plus important pour les valeurs françaises, eh bien, il y a un marché très résistant qui montre bien qu'il y a des ressources de vitalité donc à la Bourse de Paris et que l'on n'est pas inquiet. En ce qui concerne alors New York, Londres, eh bien ces marchés avaient baissé hier, mais il semble bien que là aussi la tendance soit plutôt au redressement, donc pas de panique, on ne croit pas du tout que l'on soit au bord de l'abîme. Je crois que c'est une indication d'opinion publique qui est tout de même intéressante à saisir. Encore un mot en ce qui concerne la Bourse de Paris. On a connu ce matin l'indice de la production industrielle pour la France en mars. Pour le premier trimestre, cette production industrielle enregistre une progression de 7,3%, donc la santé de l'économie française est encore fort bonne. Après les Français, ce sont aujourd'hui les Irlandais qui sont appelés à se prononcer sur l'élargissement du marché commun. Là encore, c'est un référendum. Vous savez que l'Irlande du Sud fait partie des 4 pays candidats à l'adhésion aux communautés européennes. Aujourd'hui donc, 1 800 000 électeurs, enfin pas 1 million, 1 800 000 électeurs vont devoir se prononcer. La victoire du oui est pratiquement certaine, mais Maurice Werter est allé tâter le pouls du sentiment populaire dans des régions un peu reculées de l'extrême ouest de l'Irlande. Il y a l'opinion des villes et il y a le sentiment des campagnes. À l'extrême ouest de l'Irlande, le Connemara, l'Irlande la plus traditionnelle mais aussi la plus pauvre. Terre pauvre, rare, peu profonde, on trouve vite le rocher qui affleure partout. La lande est brune et non pas verte comme l'herbe dans le reste de l'Irlande. La lande prend des allures de toundra. Pays de la tourbe, charbon inachevé qui partout sert à se chauffer et à faire la cuisine. Bien sûr, les paysans du Connemara ne sont pas nécessairement représentatifs de tous les cultivateurs irlandais, qui forment plus du quart de la population du pays. Écoutons-les quand même, eux qui au départ ont les handicaps les plus sérieux. Toute petite propriété, 8 hectares, comme celle de Michael Geary, qui a 7 vaches, qui fait un peu de blé, un peu de pommes de terre et un peu de tourbe. Michael Geary est un homme heureux. Heureux parce qu'il ne risque plus de mourir de faim comme les Irlandais d'il y a un siècle.
Heureux parce que petit à petit, la vie est moins dure pour lui qu'elle ne l'était du temps de son père. D'où peut-être un optimisme fondé plus sur l'insouciance que sur le raisonnement. Ah oui, j'oubliais, c'est en gaélique qu'on parle dans le Connemara. L'anglais n'y est que deuxième langue. Je voterai oui, dit le père, comme le fils. Le marché commun, ça va améliorer les choses pour nous, je crois. Mais il y en a qui hésitent encore. Du côté des pêcheurs, on est carrément opposé au marché commun. La pêche, il faut le reconnaître, est relativement peu développée en Irlande, malgré la longueur des côtes et les fonds encore très poissonneux. Le patron d'un petit chalutier du port de Galway est catégorique. Je voterai contre. Nous ne pourrons pas lutter contre les bateaux du marché commun. Les Français, les Bretons sont mieux équipés. Ils viennent déjà pêcher sur nos côtes. Nos fonds se dépeuplent. Avec le marché commun, ce serait pire encore. Au fin fond du Connemara, le réflexe nationaliste et même régionaliste joue à fond. Non au marché commun, nous voulons diriger nos affaires nous-mêmes et ne pas laisser les étrangers être nos patrons. Nous allons perdre notre personnalité avec le marché commun. Aujourd'hui, nous sommes pauvres, mais nous nous entraidons. Nous ne voulons pas renoncer à notre manière de vivre. Ceux qui ne se laissent pas entraîner par leurs sentiments, comme Madame Jennings, professeure, hésitent un peu. Je ne sais pas exactement encore. Je crois que j'aimerais que l'Irlande fasse partie du marché commun pour des raisons culturelles. Je crois que c'est dommage pour nous d'être attachés uniquement à des pays anglophones, d'être dans un monde ouest atlantique. Je crois que ça nous ferait du bien d'être plus proche de la France et des autres pays européens. Je crois que si on entre, si on n'entre pas, il y aura des problèmes. Et je crois qu'il vaut mieux entrer quand même. Que conclure? Nous n'avons interrogé qu'un pêcheur, quelques agriculteurs. Il reste les citadins. Nous les entendrons ce soir. Ce soir, effectivement, à 19h45, le deuxième volet de cette enquête de Maurice Werther. À Bonn, suspense et confusion. Le débat sur la ratification des traités conclus avec Moscou et Varsovie s'est finalement ouvert ce matin dans une atmosphère d'inquiétude qui ne permet pas de préjuger du vote prévu en principe pour ce soir. Le scrutin sera très serré et c'est pourquoi le chancelier Brandt, qui pourrait ne pas obtenir la majorité, se bat au Bundestag au cours de contacts et de consultations privées. Il cherche à effacer la mauvaise impression laissée par les multiples coups de théâtre de la fin de la soirée et de la nuit et par l'hésitation des soviétiques à enregistrer l'accord gouvernement-opposition à cause du problème frontalier. Au point actuel du débat, le chancelier Brandt pourrait obtenir une large majorité si finalement l'opposition décidait de ratifier les traités. Mais il pourrait très bien aussi être battu au jeu des Allemands. Les dirigeants politiques de Bonn sont affaiblis de cette querelle partisane et de ces discussions interminables sur un point capital, la question allemande. L'affaire du Boeing de Tel Aviv s'est donc terminée hier après-midi. Vous savez que 4 fédayines avaient menacé de faire sauter l'appareil avec ses 105 passagers si les Israéliens ne libéraient pas une centaine de prisonniers palestiniens. Finalement, les autorités israéliennes ont choisi l'épreuve de force. Les soldats déguisés en mécaniciens ont réussi à investir l'appareil. 2 des pirates de l'air ont été tués, les 2 autres capturés. Ce matin, la presse de Tel Aviv se félicite de cette opération. On peut lire par exemple, si tous les pays avaient eu les mêmes réactions que nous, la piraterie aérienne aurait cessé depuis longtemps. Actualité française, hier la CGT et la CFDT n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'organisation d'une journée nationale revendicative. Et toujours dans ce domaine social, on surveille ce qui se passe du côté de l'ERTF, puisqu'une grève du gaz et de l'électricité, de l'EDF bien sûr, une grève du gaz et de l'électricité est envisagée pour la matinée du 17 mai. Mais le titre principal de cette journée, c'est le débat en France cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la publicité clandestine à l'ERTF. Un débat qui survient 36 heures après la réunion du conseil d'administration de l'Office et l'annonce de certaines mesures dont nous avons déjà parlé longuement. À 16 heures cet après-midi, 5 questions orales doivent être posées à ce sujet et l'on attend avec intérêt bien sûr la réponse de M. Chaban-Delmas et le débat qui suivra.
À l'Assemblée nationale également, les députés hier ont décidé d'abaisser l'âge minimum pour l'élection des représentants du personnel et du comité d'entreprise et des comités d'entreprise. En revanche, ils ont repoussé un amendement qui prévoyait d'abaisser de 21 à 18 ans l'âge de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel dans une entreprise. Monsieur Poncelet avait d'ailleurs défendu cet amendement. Daniel Brem lui a demandé ce qu'il y avait de nouveau, ce qu'il y aura de nouveau à ce sujet dans les entreprises. Le gouvernement, répondant à une revendication présentée depuis quelque temps déjà par les grandes organisations syndicales ouvrières, a décidé que l'âge pour être électeur aux élections des délégués des comités d'entreprise et des délégations du personnel serait ramené de 18 à 16 ans. Cette mesure est cohérente avec la scolarité obligatoire fixée, comme vous le savez, à 16 ans. Oui, car les lycéens, eux, ont des responsabilités syndicales. C'est exact. Depuis la réforme qui a été mise en place dans l'éducation nationale, les étudiants participent d'une manière très concrète à la vie de leur établissement. Il n'y avait donc aucune raison que dans les usines, il n'en soit pas de même. C'est fort juste. Combien y a-t-il de jeunes intéressés par cette mesure? Compte tenu que tous les jeunes, arrivés à l'âge de 16 ans, ne vont pas tout de suite dans les entreprises, certains poursuivent leurs études, d'autres se dirigent vers d'autres activités, nous considérons que 200 à 250 000 jeunes travailleurs seront intéressés dès 1972 par cette mesure. La Commission des affaires culturelles voulait aller beaucoup plus loin. Oui, il est exact qu'une grande partie de l'Assemblée nationale, et plus particulièrement les membres de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, souhaitaient que dans le même temps, les jeunes travailleurs puissent être élus délégués du personnel et délégués au comité d'entreprise dès 18 ans au lieu de 21 ans actuellement. Le gouvernement a considéré une telle disposition comme prématurée. Il désire qu'auparavant, il soit assuré aux jeunes travailleurs une formation dans les domaines économiques, financiers et sociaux, tant il est vrai que la vie d'une entreprise est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui. Et que pour s'y intéresser pleinement, il convient de recevoir une formation complémentaire à celle qui peut être donnée par les grandes organisations syndicales qui actuellement, vous le savez, font des efforts dans ces directions. Un texte qui sera applicable aux employés qui se trouvent depuis 6 mois, disons, dans cette entreprise. Enfin, une dernière information politique française, le Conseil des ministres qui est réuni ce matin à l'Élysée, on devait notamment prendre une décision à propos du remplacement, vous le savez, du jeudi par le mercredi comme jour de repos pour les écoliers. Un accident hier à Montpellier, il n'a pas eu de conséquences trop graves, mais le hasard a fait que notre caméraman de la station régionale était précisément en train de filmer des travaux en cours. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé à ce moment-là. Un hélicoptère posait des éléments de chauffage. Le câble casse. La chaudière s'écrase au sol. Par chance, il n'y avait personne et pourtant beaucoup de spectateurs. Les spectateurs se trouvaient à quelques mètres de là. Actualité sportive avec encore un petit espoir, Alain Bilouin, pour les basketteurs français. Oui, un petit espoir, mais d'ores et déjà, les basketteurs français ont prouvé à Amsterdam qu'ils avaient retrouvé leur place parmi l'élite européenne du basket. Les Français ont battu la Pologne, la Bulgarie, ils ont été dominés de 2 points seulement contre la Tchécoslovaquie. Alors dans ce tournoi d'Amsterdam, il n'y aura seulement que 2 qualifiés pour Munich, donc un impératif pour les Français, terminer dans les 2 premiers. Et les Français, pour cela, devront remporter tous leurs matchs avant la fin du tournoi. Mais si les Français ne terminaient pas dans les 2 premiers, il resterait quand même une dernière chance. En effet, il y aura début août un tournoi à Augsbourg, et alors là, il y aura encore 2 nouveaux qualifiés. Mais c'est quand même une autre histoire, car pour le moment, le ministère des Sports n'avait pas prévu dans son budget pré-olympique l'inscription de la France à Augsbourg, donc il faut attendre le feu vert du ministère des Sports. Et puis du football aussi, avec les demi-finales de Coupe Bastia-Lens et Reims-Marseille. Nous allons nous intéresser particulièrement d'ailleurs à l'équipe de Lens. Oui, il y aura de la passion ce soir à Reims et à Bastia pour 2 matchs de Coupe de France qui comptent pour les demi-finales. À Reims, eh bien, le match s'annonce quand même très ouvert entre Reims, qui a le vent en poupe, et Marseille. Et à Bastia, la rencontre, en revanche, sera peut-être plus inégale. Les Corses possèdent en effet une véritable équipe de coupe. Les Corses chez eux, à Furiani, s'annoncent vraiment redoutables. Les joueurs lensois, c'est évident, ne seront pas à la fête ce soir à Bastia, mais déjà dans le Nord, on ne songe qu'au match retour à Lens samedi prochain. Sur ce point, tous les Lensois sont d'accord.
Il faut faire front aujourd'hui à Bastia pour obtenir un match nul avant de s'imposer dans la deuxième rencontre avec les Corses. Voici d'ailleurs ce qu'en pensent des mineurs lensois que Michel Drey a rencontrés cette semaine. Monsieur, vous êtes mineur de fond? Exactement. Combien de temps êtes-vous resté à la mine? 6 heures 6 environ. heures. Est-ce qu'on parle beaucoup du prochain match de Coupe de France contre Bastia? Excessivement, oui. Oui. C'est d'actualité. Comment est le public ici à Lens? Bon, en ce moment, très enthousiaste du fait que c'est vraiment un beau match qu'on va voir. Il y aura beaucoup de spectateurs et beaucoup de mineurs qui iront assister à cette rencontre. Oui. Le stade sera plein, il faut compter 25 000 spectateurs. Mais moi, je vois Bastia un but d'écart. Mais match retour, là, j'ai confiance. Quelques supporters lensois seront à Bastia ce soir, mais pour samedi, on prévoit déjà une affluence record dans la grande cité minière. La location a bien marché, monsieur? Très bien marché, oui, très bien, très bien. On est pratiquement à la finale des places, on est le 5 et puis en seconde ça se termine. Maintenant quelques populaires et puis on fera le plein. Il y aura plus de 20 000 personnes pour ce match contre Bastia. 25 000 certainement, oui. Les joueurs de Sovinski, l'entraîneur lensois, se sont préparés dans un climat de confiance, mais l'aventure s'annonce quand même périlleuse ce soir à Fouriani, comme l'a confié Jules Van Doren, le conseiller technique des Lensois. Monsieur Van Doren, je crois que les joueurs lensois ne sont pas tous professionnels. Non, c'est une chose que justement votre présence nous permet de préciser parce que nous avons 2 professionnels. Les 2 joueurs polonais, et pour des raisons qui sont étrangers, mais tous ont une activité autre que le ballon. Ce ne sont pas des garçons qui font que du football. Durant tout le cours de leur journée, ils ont une activité réellement professionnelle. La profession de certains joueurs, par exemple. Exemple, Lot est un garçon, un chef de... Il est responsable de l'entreprise du président. Lannoy est un maître d'éducation physique. Marie est un maître d'éducation physique. Derouk est un menuisier, Macquart descend à la mine, lui. Pas pour tirer le charbon, faire tirer par les autres. Mais enfin, quand même, tous, Bouzdira est un étudiant, Jurasek travaille à la préfecture, et Kantassilevski travaille à la mairie. Est-ce que la qualification de Lens pour les demi-finales de la Coupe de France a été une surprise et pour les joueurs et pour le public? Mais bien sûr, ça c'est justement une des raisons, c'est l'attrait de la Coupe de France. C'est ce qui permet à des clubs, disons, de moyens ou des clubs qui ont l'occasion. Le tirage au sort nous a été favorable, nous en avons profité, mais c'est heureux pour tous, c'est heureux pour le Nord, surtout pour Lens en particulier. Les championnats d'Europe de judo commencent demain à La Haye. Quels sont les espoirs des Français? Oui, demain, c'est en quelque sorte la répétition générale avant les Jeux de Munich. Le judo, en effet, sera inscrit pour la première fois à l'occasion des Jeux de Munich. L'équipe de France, vous le savez, est l'une des meilleures formations mondiales avec Offray et Mounier. Et Denis Ferdet nous présente cette équipe de France qui a de bonnes chances au tournoi de La Haye. 15 jours durant, les judokas français ont suivi un stage sévère à l'INS et au dojo central. Footing, musculation, pratique des sports collectifs et des séries de randonnées de 10 minutes. Ces championnats vont revêtir une importance capitale pour les 12 Français favoris et leurs adversaires soviétiques, britanniques, allemands et les Hollandais chez eux. Le judo devenant définitivement sport olympique à Munich, ce sera la répétition générale. Et pour oublier la petite déception de l'année dernière, les judokas français avec qui nous allons faire connaissance se sont jurés de conquérir le titre par équipe. Ça va, mais plus fort, encore plus fort. Allons Clément, plus fort. En poids léger, vous avez M. Mounier, qui est champion d'Europe, qui est tenant du titre. Vous connaissez depuis longtemps, s'il est très populaire à la télévision. Vous avez le deuxième léger Al Gizi, qui est un nouveau, un jeune. C'est la première année qu'il sera en championnat d'Europe. Vous avez aussi à côté de lui un mi-moyen, un nouveau aussi, c'est Guérin, qui n'est pas un inconnu de l'équipe de France, qui a été champion d'Europe de la police. Enfin, c'est la première fois qu'il sera au championnat d'Europe pour l'équipe de France civile. Vous avez Vial, deuxième mi-moyen, champion de France, plusieurs fois en équipe de France, il ne compte plus ses sélections. Vous avez Offray, je n'ai pas besoin de vous le présenter, Offray médaille de bronze au championnat du monde, tenant du titre aussi au championnat d'Europe. Et son ami Koch, qui sera le deuxième moyen, qui a aussi été de nombreuses fois représenté la France au championnat d'Europe. Vous avez Albertini, mi-lourd, le champion d'Europe de nombreuses fois aussi dans l'équipe de France au championnat d'Europe.
Vous avez ensuite son camarade Rouget. Il a l'air méchant, mais c'est parce qu'il est très, très concentré. Il vient de s'entraîner très fort, vous voyez, qui est aussi de nombreuses fois en équipe de France. Puis vous avez en poids lourd Besson, qui a été au championnat du monde, qui avait fait un match nul avec Shinomaki, qui s'était très bien comporté. On espère qu'au championnat d'Europe, il va emmener une très bonne place. Vous avez Rychkov, l'homme qui a battu les Russes à Paris, qui a fait une performance. Alors je pense qu'au championnat d'Europe, il peut être très bien. Et pour finir, vous avez le capitaine de l'équipe de France, le nouveau capitaine, puisque Fest n'a pas été sélectionné cette fois-ci, remplacé par un jeune. Et vous avez Brondani qui nous a fait gagner une année les championnats d'Europe par équipe à Lausanne. J'espère que cette année, il va en faire autant. On lui fait confiance pour ça. Monsieur Gruel, pour ces championnats d'Europe, vous visez le titre par équipe. Évidemment, je pense que toutes les nations visent le titre par équipe. C'est quand même le plus beau titre pour une nation parce que il peut arriver que dans un pays, il y a un très grand champion, mais qu'il n'y ait pas autre chose derrière. Tandis que avoir le titre par équipe, ça prouve que la nation est très forte dans l'ensemble. Et après ce qu'on a fait sur des matchs à 10, on peut espérer avoir une chance. Une page pour vous, madame, avec la mode automne-hiver 72-73. Isis Lamy nous dit que l'on peut noter un retour à une mode classique pour l'hiver prochain avec des jupes à la hauteur du genou et des ensembles pantalons proposés par le prêt-à-porter. Le côté excentrique cette année, mais il restera, paraît-il, réservé aux juniors. Toutefois, il y aura des couleurs vives pour l'hiver et l'on retrouvera aussi des chapeaux disparus depuis de longues années. Cette mode de l'automne prochain, qu'en pensent les hommes de la rue? L'homme de la rue et les hommes de la rue. Il y a tous les deux dans la nature. Ah, mais les deux carreaux. Les différents carreaux. Ça vous choque? Oh, ça me choque, pas spécialement, mais enfin. Vous pensez que c'est une bonne tendance? À l'ensemble, chacun séparé est bien. C'est très bien parce qu'elle est très mince. Rendez mince. Ça n'irait pas une personne. Personnellement, moi j'aime pas le tape à l'œil, mais je trouve que ça c'est très métable. Le petit chapeau, oui, très. J'aime bien l'ensemble, mais j'aime pas beaucoup la veste. Vous n'aimez pas la veste? Non. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il ne faut pas mélanger les carreaux. C'est simplement mélanger les carreaux. Faut pas mélanger les carreaux. J'aime beaucoup énormément la jupe, le gilet et le chemisier, ça fait très joli ensemble, mais c'est tout. Que pensez-vous de ces pantalons et de cette veste? Est-ce que vous la porteriez cet hiver? La veste, peut-être, mais pas avec les manches qui dépassent, de toute manière. Les manches, la superposition vous gêne? Oui. La manche courte et la manche longue. Disons que je ne suis pas moderne. Quelque chose qui choque un peu, ce sont les manches. Mais... Les manches courtes vous choquent? Oui, un petit peu. Vous auriez préféré des manches longues? Pas des manches longues, mais un tout petit peu plus longues. Qui dépassent un tout petit peu plus longues. La manche 3/4. Voilà. Et au point de vue modèle, est-ce que vous porteriez ce genre de vêtements avec un pull over dessus? Oui, je le porterais. Moi je l'aime bien, mais ce qui me choque c'est les manches. Les manches vous choquent vraiment? Qu'est-ce que vous pensez des capes? Ça dépend. Je les aime pas trop longues. Votre femme porte des capes? Non. Vous aimez les pantalons? Oui. Les femmes en pantalon? Oui. Beaucoup? Ça dépend. Certains les portent bien, d'autres... J'aime bien les jupes aussi. J'aime bien la cape. Je suis moderne, moi. Qu'est-ce que vous préférez? Le rouge. Les couleurs vives, les couleurs classiques? Le rouge, le jaune, j'aime beaucoup. Alors moi je trouve que c'est très laid, c'est pas pratique et que c'est cher, enfin c'est pas du tout pour la... Enfin moi c'est pas du tout ce qui me conviendrait, enfin par exemple pour aller au lycée ou même pour sortir, c'est pas du tout... Enfin moi ça me convient pas du tout. Cette mode est très gaie et je la trouve très agréable, mais elle est très peu appréciée par les garçons en général. Eux on se fait beaucoup remarquer, ils aiment mieux les couleurs très ternes, qui passent tout à fait inaperçues. Les couleurs jurent un peu trop, je trouve. Et les formes? Les formes, en tout cas, je préfère les formes aux couleurs. Hein. Michel, viens donner ton avis là un peu là. De la mode, la pousse d'hiver là, rigolo là. Faut aider parce que si vous dites pas ce qui vous plaît, comment pourra-t-on faire des femmes qui vous plaisent enfin? Pas mal. Ouais, mais ça c'est pas pour l'été, c'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver. Ouais. Remarque, c'est bon pour l'hiver parce qu'on peut les déshabiller. T'as vicieux, non, papa. T'es vicieux, lui. Non, mais la couleur est vraiment bien. Hein. Et en rose, ça vous irait mieux, moi, je crois. Hein. Moi, je préfère le noir. Oui. Le noir. Voilà, vous êtes gâtés aujourd'hui. Avec les petits carreaux. Je suis pas tellement porté sur la question, mais je trouve ça bien. Ça vous va très bien. Hein. C'est dommage, vous n'avez rien à faire ce soir. Et ça, vous aimez, là? Comment? Ah, c'est pas mal non plus, oui. Mais c'est
Mais c'est chaud, qu'est-ce que c'est comme tissu Vous êtes pas chaud. Ah oui, parce que ma femme est couturière, alors le tissu, moi, c'est ça qui est primordial, parce que si on prend quelque chose et que le vent passe au travers, c'est pas la peine. Et moi, je trouve qu'une femme ne devrait pas mettre de pantalon. Parce que, non, je trouve que ça enlève une partie de sa féminité. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle porte des jupes, des pantalons? Pantalon. Des pantalons. Surtout des pantalons? Surtout des Vous voyez, pantalons. alors, les avis sont complètement divergents, ça fait plaisir. Ça sort quand même de l'ordinaire, il n'y a pas de doute, c'est certain. Oui, si. C'est très agréable. Surtout quand c'est très bien porté, d'ailleurs, oui, c'est sûr. Ouais, mais tout le monde ne sait pas le porter. Il faut l'adapter, je crois. Il faut l'adapter. Vous avez tout ce que vous voulez dans la mode. C'est ce qui manque, je pense, à beaucoup de femmes. Elles ne savent pas toujours approprier la mode à leur personnalité. Quoi. Voilà, exact. C'est ça, quoi. Et vous aimeriez que votre femme soit habillée comme ça? Ah, pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas, moi. Tout ce qui est moderne, moi, ça m'a jamais gêné, au contraire. Il faut s'adapter, d'abord, dans la vie, maintenant, il faut s'adapter à tout. Hein. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'adapter autour, au tissu, aux habits et tout, aux cheveux longs. Il faut tout pour faire un monde. La scène du jour, Sainte-Solange n'avait pas du tout ce genre de souci, mais alors pas du tout, c'était une jeune bergère des environs de Bourges, vers 880. Elle avait refusé de se donner à son amoureux qui l'a tuée, et c'est la patronne de Bourges et du Berry. Demain, c'est Sainte-Estelle. Il nous reste à faire un tour à la bourse de Paris pour les cotations en compagnie de Gérard Vidalange. Le marché donc est assez résistant aujourd'hui et finalement a tenu compte davantage de l'allègement du contrôle des changes et de la progression de la production industrielle beaucoup plus que la tension internationale. Voici les cours. Vous verrez que Moulinex, par exemple, est en hausse aujourd'hui à 1968 et même 1974. Bien entendu, il y a quelques écarts en baisse. Peugeot annonce une augmentation de 10% de son dividende, tant mieux pour les actionnaires, 7,80 contre 7 francs, et une initiative qui est intéressante. La société va se transformer en une société dirigée par un directoire et les représentants du capital seront dans un conseil de surveillance. C'est une idée qui avait été lancée par M. Bloch-Lenné, alors président de la Caisse des dépôts, et qui a le mérite de bien distinguer ce qui appartient au capital et qui est représenté au conseil de surveillance et ce qui représente le commandement dans les entreprises, qui peut comprendre à la fois les cadres, les représentants du personnel. Cette différenciation des fonctions a été préconisée et développée en Allemagne. C'est donc une idée qui également va se développer en France. La Compagnie Générale d'Électricité baisse un petit peu, mais on voit d'autres titres comme la Française des Pétroles, très résistante, à 215 contre 216, et même Hachette aujourd'hui, qui est encore en hausse. L'air liquide, vous voyez, c'est le cours de la veille, tandis que BSN, qui avait beaucoup monté, est à 1337 contre 1341. Toujours dans l'industrie automobile, Chausson va se renforcer, c'est le premier carrossier français. Cette société va recevoir l'usine de Creil de Brissonneau et Lotz, si bien que la position de Chausson sur le plan européen va être encore consolidée. Wesley-Fontaine, du côté des mines d'or, est en baisse. Dans l'ensemble, les mines d'or sud-africaines qui avaient été très recherchées en liaison avec la tension internationale, eh bien, sont beaucoup plus calmes. Donc on est beaucoup moins actif sur tout ce secteur des valeurs refuges en liaison avec la tension internationale. Magasin en baisse. En effet, c'est un des points faibles encore de la conjoncture en France actuellement. Il y a un ralentissement des ventes dans les grands magasins, alors que les points forts demeurent l'automobile, les logements, la construction de logements qui va atteindre un chiffre record. Performance des SICAV depuis le début de l'année, je crois que c'est un palmarès qu'il faut souligner. Vous voyez que certaines SICAV ont réalisé des performances de 15 à 17%. Drouot Investissement est une société qui est gérée par les agents d'une compagnie d'assurance avec l'appui de la Société Générale. Livret portefeuille, ce sont les caisses d'épargne qui proposent ce titre, ainsi que les bureaux des PTT, Sliva France et le Crédit Lyonnais. Donc des croissances qui montrent bien que l'on peut tout de même défendre ses économies, son argent à la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard, bonne journée à tous.